Le 12 mai 1945, une patrouille américaine repéra un chemin secondaire sur les rives du lac Dalhousie. Au bout se trouvait une cabane. À l'intérieur se trouvait l'homme qui avait signé les ordres d'extermination les plus meurtriers du Reich. Ernst Kaltenbrunner, chef de l'Office central de sécurité du Reich et successeur de Heydrich. Sous sa fausse identité, il se présenta comme le docteur Ernst Unterholzer, médecin de la Wehrmacht. Ce n'était pas un choix aléatoire. Il possédait un véritable doctorat, son propre prénom et un nom de famille alpin qui correspondait exactement à celui de quelqu'un originaire de cette région, le tout conçu pour ne pas éveiller les soupçons. Mais la cicatrice sur sa joue gauche, sa taille de près de 2 mètres et la présence de Gisela von Westarp le trahirent en quelques minutes. L'homme qui avait dirigé l'appareil rendant impossible toute dissimulation à l'intérieur du Reich était caché depuis 3 semaines, dans une cabane sans documents valides, sans canal de contact avec les Alliés et avec une escorte qui avait commencé à déserter. Les archives qu'il n'avait pas détruites avant de fuir Berlin étaient en train d'être capturées par les Alliés. Ce seraient précisément les mêmes qui le condamneraient à Nuremberg. Ce documentaire reconstitue la fuite d'Ernst Kaltenbrunner de Berlin jusqu'en Autriche et les faits qui déterminèrent son destin après l'effondrement du Troisième Reich. Quelle situation obligea Kaltenbrunner à fuir le Reich? Au cours de la 2e semaine d'avril 1945, l'Office central de sécurité du Reich fonctionnait depuis des installations dispersées au sud et au sud-est de Berlin. Les bâtiments que l'organisation occupait dans la Prinz-Albrecht-Straße depuis 1939 avaient été endommagés successivement par les bombardements alliés, et l'administration centrale s'était fragmentée en détachements opérant depuis des sous-sols, des bureaux réquisitionnés et des structures provisoires réparties dans un rayon de 30 à 40 km autour de la capitale. Ernst Kaltenbrunner, chef de cette organisation depuis janvier 1943, continuait à émettre des communications opérationnelles, à signer des ordres de transfert de prisonniers et à coordonner les derniers mouvements actifs d'une structure qui avait mis 12 ans à se construire et qui, à ce moment-là, se défaisait à une vitesse qu'aucune procédure bureaucratique ne pouvait plus gérer efficacement. Le premier chef de cette structure unifiée avait été Reinhard Heydrich, qu'il avait créé sur les instructions de Himmler en septembre 1939 et l'avait dirigé pendant près de 3 ans. Il mourut le 4 juin sans avoir retrouvé suffisamment conscience pour diriger sa propre organisation dans les derniers jours. Les représailles allemandes contre la population tchèque furent immédiates et massives. Le village de Lidis fut entièrement rasé, ses hommes adultes exécutés et ses femmes et ses enfants déportés. Pendant 8 mois, Himmler géra directement l'organisation sans nommer de successeur au poste, jusqu'à ce qu'en janvier 1943, il désigne Kaltenbrunner. Ce choix n'allait pas de soi pour tous ceux qui connaissaient l'organisation de l'intérieur. Kaltenbrunner était arrivé à cette position depuis l'Autriche, et non depuis le noyau berlinois de l'appareil, et son profil était celui d'un opérateur territorial, plutôt que celui d'un administrateur de structures complexes. Né dans la localité de Ried-im-Kreis, en Haute-Autriche, en janvier 1903, il avait étudié le droit à l'université technique de Graz et obtenu son doctorat en droit en 1931. La même année, il adhéra au Parti national-socialiste et au SS, alors que les 2 organisations étaient illégales en Autriche. Son ascension au sein de la structure clandestine autrichienne s'opéra par la direction de réseaux d'agitation et la gestion de contacts entre l'organisation illégale et le parti en Bavière, ce qui lui valut une réputation d'opérateur efficace dans des conditions où les mécanismes légaux d'action n'étaient pas disponibles. Après l'annexion de l'Autriche en mars, il devint le responsable des SS et de toute la police sur ce territoire, avec le grade de général SS, fonction qu'il exerça jusqu'à ce que Himmler l'appelle à Berlin. Lorsqu'il prit ses fonctions en janvier 1943, il avait 39 ans, une taille de près de 2 mètres qui le rendait physiquement reconnaissable dans n'importe quelle réunion, et une cicatrice verticale sur la joue gauche, résultat d'un duel estudiantin universitaire. Ce qui lui avait manqué durant les premiers mois à ce poste, c'était le réseau personnel de loyauté et l'autorité interne que Heydrich avait construit pendant près de 3 années de direction directe. Les chefs des différentes sections de l'Office central de sécurité du Reich avaient développé avec Heydrich des liens qui ne pouvaient pas être automatiquement transférés à son successeur. Kaltenbrunner compensa cette faiblesse par 2 instruments.
Le premier fut l'accès direct à Hitler que Himmler lui facilita. Dès sa nomination, il tint des réunions régulières avec le Führer et agit à plusieurs reprises comme intermédiaire personnel entre Hitler et l'appareil de sécurité, ce qui lui conféra une autorité politique qu'aucun chef de section ne pouvait ignorer. Le second fut une disposition démontrée à exécuter les missions les plus difficiles du régime sans formuler d'objections consignées par écrit, ni soulever de questions de procédure. En avril 1945, cet appareil continuait à produire des documents avec une régularité qui contrastait avec la réalité opérationnelle dans laquelle il fonctionnait. Les ordres partaient des bureaux dispersés au sud de Berlin, étaient transmis par les canaux habituels et recevèrent accusés de réception des unités destinataires lorsque ces unités existaient encore et que leur communication fonctionnait encore. Mais la chaîne entre l'ordre et son exécution réelle s'était fragmentée au point que déterminer quels ordres étaient effectivement exécutés sur le terrain exigeait une capacité de suivi que l'appareil n'avait plus. Kaltenbrunner signait depuis un système qui avait perdu la capacité de vérifier ses propres instructions. Le problème stratégique qui encadrait cette situation était entré dans sa phase terminale durant les premiers jours d'avril. L'armée rouge avait franchi l'Oder en janvier, établissant des têtes de pont sur la rive occidentale du fleuve, à moins de 80 km de Berlin. Le maréchal Georgi Zhukov, commandant du front biélorusse qui pointait directement vers la capitale, avait accumulé pendant des semaines les ressources nécessaires à une offensive qui, en termes de concentration de moyens, n'avait pas de précédent dans l'histoire militaire. Le 9 avril, Zhukov et le maréchal Ivan Koniev, dont le front ukrainien avançait depuis le sud, lancèrent l'opération qui, en 16 jours, conduirait l'armée rouge jusqu'au centre de Berlin. Depuis l'ouest, les forces du général Eisenhower avaient franchi le Rhin à Remagen le 7 mars et s'étendèrent vers l'est sur un large front. La résistance allemande dans ce secteur avait perdu toute cohérence défensive structurelle et se manifestait par des actions localisées d'unités isolées qui ne pouvaient pas modifier l'avance générale. Le haut commandement de la Wehrmacht, sous la direction formelle du maréchal Wilhelm Keitel en tant que chef du haut commandement et du général Alfred Jodl en tant que chef de l'état-major opérationnel, continuait à émettre des directives qui, dans de nombreux cas, parvenaient à des unités déjà détruites, qui ne pouvaient pas les exécuter faute des moyens nécessaires, ou qui étaient en train de se rendre individuellement alors même que les directives étaient encore en transit. L'écart entre la réalité cartographique des bureaux berlinois et la réalité opérationnelle sur le terrain était devenu la caractéristique structurelle déterminante du commandement allemand durant cette période. Dans ce cadre, Heinrich Himmler prit, au cours des dernières semaines d'avril, une décision qui modifia la chaîne de commandement au-dessus de Kaltenbrunner. Himmler avait entamé des contacts secrets avec le comte Folke Bernadotte, vice-président de la Croix-Rouge suédoise et neveu du roi de Suède, par lesquels il cherchait à transmettre aux gouvernements alliés occidentaux une proposition de reddition négociée qui séparait le front occidental du front oriental. La réaction de Hitler fut l'expulsion immédiate de Himmler du Parti national-socialiste et de toutes ses fonctions le 29 avril. L'ordre d'arrestation qui accompagna cette destitution ne put être exécuté parce que l'appareil chargé de l'exécuter était en pleine désintégration, mais la destitution eut un effet institutionnel réel. Himmler cessa d'être Reichsführer des SS, cessa d'être chef de la police allemande et cessa d'être ministre de l'Intérieur. Pour Kaltenbrunner, dont l'organisation dépendait organiquement de Himmler, en tant que structure supérieure, cette destitution supprimait la chaîne de commandement au-dessus de lui, au moment précis où le Reich n'avait plus que quelques heures d'existence formelle. Le testament politique que Hitler dicta dans la nuit du 29 avril, alors que l'armée rouge se trouvait à moins de 2 kilomètres du bunker, désignait l'amiral Karl Dönitz, commandant de la marine allemande, comme successeur à la présidence du Reich. Dönitz n'avait aucune relation opérationnelle avec l'appareil dirigé par Kaltenbrunner et aucune autorité directe établie sur lui. Kaltenbrunner n'était pas à Berlin lorsque tout cela se produisit. Il avait quitté la capitale plusieurs jours plus tôt. La décision de ne pas rester dans le bunker le distinguait de figures comme Joseph Goebbels, ministre de la propagande, qui resta jusqu'à la fin et mourut le 1er mai avec son épouse après avoir empoisonné leurs 6 enfants, et de Martin Bormann,
secrétaire du parti, qui tenta de s'échapper de Berlin à pied dans la nuit du 1er au 2 mai au sein d'un groupe comprenant plusieurs hauts responsables et qui fut détruit par le feu soviétique ou par les propres capsules de poison de ses membres. Kaltenbrunner se dirigea vers le sud avec pour argument, documenté dans ses communications internes de la mi-avril, de coordonner la résistance dans la région alpine autrichienne. La destination était le Salzkammergut, au cœur de la Haute-Autriche. C'était le territoire où il était né et avait grandi, où il connaissait la géographie avec une précision qu'aucune carte ne pouvait remplacer, et où plusieurs éléments du régime en pleine désintégration s'étaient concentrés au cours des semaines précédentes en suivant une logique semblable à la sienne. Il emportait avec lui un petit groupe d'hommes de son escorte immédiate, une sélection de documents issus des archives de l'Office central de sécurité du Reich qu'il jugeait pertinent pour toute négociation future, et la certitude que l'appareil qu'il avait dirigé pendant 2 ans et demi ne pouvait plus le protéger avec les instruments qu'il avait utilisés pour protéger le régime pendant sa période de fonctionnement. Le début de la fuite. L'objectif de Kaltenbrunner était de se cacher dans une région qu'il connaissait parfaitement, où il espérait gagner du temps, s'appuyer sur des contacts locaux et utiliser le terrain alpin comme refuge, tout en décidant comment assurer sa survie après l'effondrement du Reich. Le trajet de Berlin au Salzkammergut en avril 1945 n'était pas un voyage simple. L'Allemagne de ce mois-là était un pays en décomposition territoriale qu'aucune carte ne pouvait représenter avec exactitude, parce que les fronts se déplaçaient plus vite que la capacité de tout état-major à les actualiser. Les principales routes au sud de Berlin étaient saturées de colonnes de civils fuyant vers l'ouest avant l'arrivée de l'armée rouge, mêlées à des unités militaires en retraite qui avaient perdu leur cohésion tactique et se déplaçaient comme des groupes d'hommes armés sans mission opérationnelle définie. Les ponts sur les principaux fleuves avaient été détruits par les Allemands eux-mêmes, en de nombreux points pour ralentir l'avance alliée, ce qui imposait des détours multipliant les distances et la durée de tout déplacement. Les villes situées sur l'itinéraire présentaient des dégâts de bombardement qui, dans bien des cas, rendaient les voies urbaines impraticables, bâtiments effondrés sur les chaussées, cratères non signalés, infrastructures de services détruites. Les patrouilles de la Waffen-SS qui opéraient encore dans certains secteurs avaient reçu l'ordre d'arrêter et d'exécuter tout militaire allemand incapable de prouver qu'il se déplaçait avec des ordres valides. Cette instruction répondait aux désertions massives qui s'étaient accélérées au cours des dernières semaines de la guerre. Des unités entières se dissolvaient lorsque leur commandement cessait de fonctionner et les soldats isolés tentaient de rejoindre leur domicile ou simplement de s'éloigner du front. Kaltenbrunner voyageait avec des documents des SS qui l'identifiaient comme officier de haut rang, ce qui le protégeait de ses contrôles, mais le rendait aussi identifiable pour toute unité alliée qu'il rencontrerait en chemin. L'équilibre entre être suffisamment visible pour franchir les contrôles allemands et suffisamment invisible pour ne pas être détecté par les Alliés était exactement le type de problème pour lequel l'appareil qu'il avait dirigé n'avait aucune procédure établie, parce que cet appareil avait été conçu pour identifier les autres, non pour protéger ses propres chefs de l'identification. La route la plus directe de Berlin vers la Haute-Autriche passait par la Bavière. Ce corridor incluait Munich, qui, durant les dernières semaines d'avril, se trouvait dans un état de tension entre les derniers éléments du régime, qui tentaient encore de maintenir le contrôle, et la population civile, qui attendait l'arrivée des Alliés. Au nord des Alpes bavaroises, le paysage de la guerre prenait une dimension différente de celle des villes industrielles bombardées du nord de l'Allemagne, des villages avec moins de destruction visible, des routes de montagne avec moins de circulation de colonnes en retraite, une géographie qui offrait davantage de possibilités de déplacement discret à qui connaissait le terrain. Kaltenbrunner connaissait ce territoire. Il y avait travaillé pendant des années comme responsable des SS en Autriche et conservait des contacts avec du personnel de l'organisation en plusieurs points du trajet. Le passage vers l'Autriche se produisit à un moment où la distinction entre l'Allemagne et l'Autriche avait cessé d'avoir toute signification administrative. Celle-ci était incorporée au Reich depuis 7 ans sous le nom d'Ostmark, et ses frontières d'avant-guerre n'existèrent plus comme ligne de contrôle. Ce qui existait en revanche, c'était la différence entre le territoire où l'avance alliée était active, le nord et l'est de l'Autriche, où l'armée rouge approchait depuis la Hongrie, tandis que les forces américaines progressaient depuis la Bavière,
et les régions montagneuses de l'intérieur, où la présence militaire était moins dense et où l'effondrement de l'administration civile était plus récent. Le Salzkammergut faisait partie de ce second territoire. Ce que Kaltenbrunner trouva au cours de ce trajet était le revers exact de l'ordre que son organisation avait administré pendant 12 ans. Le système de surveillance qui avait garanti que personne ne puisse se déplacer à l'intérieur du Reich sans laisser de traces documentaires s'était dissous avec les bureaux qui le géraient. Les postes de contrôle qui avaient rendu impossible tout déplacement anonyme à l'intérieur du territoire allemand étaient abandonnés ou gérés par du personnel ayant ses propres problèmes immédiats. Les registres des mouvements de personnes que la Gestapo avait tenus dans chaque ville importante avaient été détruits, évacués ou simplement abandonnés dans des bureaux sans personnel. L'homme qui avait signé les instructions opérationnelles de ce système tentait désormais de le traverser avec le maximum d'anonymat. L'objectif final, le Salzkammergut, est un massif situé à l'intérieur de la Haute-Autriche, délimité au nord par le lac Attersee, à l'est par les Alpes Maures de Styrie. Ces villages sont répartis au fond de vallées étroites, dont les versants s'élèvent avec des pentes qui rendent impossible le déplacement de colonnes motorisées, en dehors des rares routes asphaltées disponibles. Au printemps, la neige des pentes supérieures a commencé à céder, mais les cols de haute montagne restent bloqués plusieurs mois par an. La circulation entre les localités est lente et visible à des distances considérables. Le lac d'Altaussee, situé à 700 mètres d'altitude, a une superficie d'environ 5 km², entouré de montagnes qui dépassent les 1500 mètres en plusieurs points. La localité du même nom comptait en 1945 plusieurs centaines d'habitants permanents et disposait d'une infrastructure d'hébergement qui, en temps de paix, attirait des touristes venus de Vienne et des villes du Danube pendant les mois d'été. Les mines de sel d'Altaussee étaient exploitées sans interruption depuis l'âge du bronze. L'exploitation du sel est à l'origine du nom d'une grande partie de la région du Salzkammergut. Kammergut était le terme désignant les propriétés de la chambre impériale, et les tunnels creusés dans la montagne qui domine le lac au nord formaient en 1945 un réseau de galeries qui s'enfonçait de plusieurs centaines de mètres dans la roche, avec une température intérieure constante de 8 degrés Celsius et une humidité régulée par la nature saline de l'environnement. L'opération de transfert des œuvres d'art vers les tunnels d'Altaussee fut coordonnée par l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'unité relevant du ministre Alfred Rosenberg, créée en 1940 avec le mandat explicite de localiser, saisir et gérer les biens culturels des territoires occupés. L'unité opérait à partir de listes préparées à l'avance par des spécialistes de l'histoire de l'art qui avaient catalogué les collections publiques et privées de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Pologne et d'autres pays avant les occupations respectives. Les œuvres considérées comme les plus précieuses étaient transférées directement vers l'Allemagne ou l'Autriche. Celles jugées de valeur secondaire étaient stockées localement sous garde allemande. Pendant 2 ans, les tunnels d'Altaussee reçurent des cargaisons provenant des principaux musées et collections d'Europe. Les estimations internes du régime le plaçaient au-dessus de tout autre actif financier comparable à l'intérieur du Reich, y compris les dépôts d'or de la Reichsbank transférés vers le sud durant les dernières semaines de la guerre. La concentration de ce matériel à Altausee n'était pas le seul élément qui faisait de la région un point de convergence au cours des dernières semaines du Reich. Depuis l'automne 1944, les services de renseignement alliés avaient commencé à recevoir des rapports décrivant la préparation d'une position de résistance finale dans les Alpes autrichiennes et bavaroises. Le concept qui circulait dans ces rapports sous des dénominations variables était celui d'une forteresse alpine nationale, une zone montagneuse dans laquelle le noyau du régime s'était supposément préparé à poursuivre la résistance de manière indéfinie, avec des dépôts souterrains de vivres, de munitions, d'armement et de carburant, avec des unités d'élite concentrées sur le périmètre défensif et avec une infrastructure de commandement et de communication capable de fonctionner même après que le territoire allemand des plaines aurait été entièrement occupé. La propagande du régime avait délibérément alimenté l'idée d'une résistance alpine invincible comme instrument de pression psychologique sur les alliés dans les négociations que certains secteurs du régime espéraient voir se produire avant la défaite totale. Le ministre de la propagande Joseph Goebbels et le chef des SS Heinrich Himmler
avait utilisé la mention de cette position dans différents contextes pour créer l'impression que l'Allemagne disposait d'une réserve stratégique rendant coûteuse toute guerre d'usure indéfinie. Et la concentration observable d'éléments de l'État allemand dans la région du Salzkammergut, du Tyrol et du Berchtesgadener Land, où se trouvait la retraite de montagne de Hitler, amena les analystes du renseignement allié à inférer que cette concentration répondait à un plan plutôt qu'à un repli chaotique. Le résultat opérationnel de cette évaluation fut paradoxal pour Kaltenbrunner. En choisissant le Salzkammergut comme refuge en s'appuyant sur sa connaissance du territoire d'origine, il choisissait simultanément la région qui concentrait la plus forte densité de présence militaire alliée en Autriche, non parce que les Alliés le recherchèrent spécifiquement à ce moment-là, mais parce qu'ils croyaient que le dernier noyau organisé de résistance du Reich pouvait s'y trouver. Les unités d'Eisenhower qui avançaient vers le sud pour couper cette résistance imaginaire allaient établir des contrôles, fouiller les localités et interroger les habitants exactement dans le périmètre à l'intérieur duquel Kaltenbrunner tentait de se cacher. Le village d'Altosee présentait, durant la première semaine de mai 1945, une densité inhabituelle de personnes liées au régime, arrivée au cours des semaines précédentes. Kaltenbrunner s'installa dans une cabane de montagne au-dessus du niveau du lac, en un point accessible uniquement par un chemin secondaire qui se séparait de la route principale à plusieurs kilomètres de distance. Gisela von Westarp, avec qui il entretenait une relation depuis des années, était présente dans le refuge. Le groupe d'hommes de son escorte immédiate était réduit, pas plus d'une dizaine, suffisant pour assurer la sécurité du périmètre immédiat, mais insuffisant pour tout type d'opération autre que rester immobile et attendre. À 80 km au sud, dans le Haut-Adige italien, se jouait au même moment une situation dont Kaltenbrunner connaissait les grandes lignes, mais dont l'issue immédiate échappait déjà à toute instruction qu'il aurait pu transmettre. Dans les tunnels de sel d'Altosee, à moins de 10 km de la cabane où Kaltenbrunner attendait, les officiers du groupe Monuments, Beaux-Arts et Archives de l'armée américaine commençaient l'inventaire des œuvres. Ils étaient arrivés dans la région en suivant les registres de la Chambre d'art du Reich et les témoignages de fonctionnaires capturés au cours des dernières semaines, et ils étaient arrivés à temps pour empêcher qu'un groupe de fanatiques du régime n'exécute l'ordre de détruire le contenu des galeries à l'aide de blocs d'explosifs qui avaient déjà été introduits dans les tunnels. Les responsables locaux autrichiens qui avaient bloqué cette tentative, y compris le directeur des mines Ernst Kaltenbrunner, dont le nom coïncidait avec celui du fugitif, mais avec lequel il n'avait aucun lien de parenté, remirent les installations aux Alliés avec leur contenu intact. La présence simultanée d'unités chargées de la recherche des criminels de guerre, du groupe Monuments, Beaux-Arts et Archives, ainsi que des contrôles généraux de la zone d'occupation dans un rayon de quelques kilomètres autour d'Altosee, faisait que la région présentait, durant la deuxième semaine de mai, une densité d'activités militaires alliées qui ne répondait à aucun objectif spécifique lié à Kaltenbrunner, mais qui faisait de sa découverte une question de jours et non de semaines. La capture de Kaltenbrunner. La reddition inconditionnelle allemande fut signée à Reims le 7 mai 1945 par le général Alfred Jodl, chef de l'état-major opérationnel du haut commandement de la Wehrmacht. La reddition entra en vigueur à 23 heures le 8 mai. L'Union soviétique exigea une seconde cérémonie de signature à Berlin. À partir de ce moment, le Reich allemand cessa d'exister comme entité politique et les forces alliées devinrent les autorités de facto sur le territoire qu'elles contrôlaient. Pour les unités de l'armée américaine déployées en Autriche, la fin des hostilités ne réduisit pas le rythme des opérations de recherche. Les zones d'occupation que les différentes puissances alliées avaient provisoirement convenues pour l'Autriche divisèrent le pays en 4 secteurs, le secteur soviétique à l'est, le secteur français au Tyrol et au Vorarlberg, et le secteur américain en Haute-Autriche. Ce dernier secteur était précisément la région où Kaltenbrunner s'était réfugié. Les unités chargées de localiser et d'arrêter les criminels de guerre opéraient à partir de listes élaborées au cours des mois précédents à partir de 3 sources principales. Les documents capturés au cours de l'avance alliée, qui comprenaient des registres du personnel et des organigrammes des organisations du régime, les témoignages de prisonniers de guerre interrogés durant les dernières semaines de la guerre, et les rapports des services de renseignement alliés sur les dernières localisations connues des principaux fugitifs,
La recherche de Kaltenbrunner dans la région du Salzkammergut s'intensifia à partir de la fermeture des premiers centres de détention provisoires et des interrogatoires systématiques de dignitaires déjà capturés. Plusieurs de ces interrogés confirmèrent que Kaltenbrunner avait quitté Berlin vers le sud avant la fin du Reich et que sa destination la plus probable était le territoire autrichien où il avait grandi. La région de la Haute-Autriche constituait l'inférence logique pour tout analyste combinant cette information avec les registres de la zone d'occupation américaine en Autriche. Les unités de recherche opéraient selon une procédure systématique qui incluait la fouille des habitations dans les villages où des signalements faisaient état de la présence d'étrangers, l'interrogation des habitants au sujet de mouvements récents de personnes inconnues, le contrôle de tous les accès de montagne et la coordination avec les administrations locales autrichiennes qui, dans de nombreux cas, étaient en cours de reconstitution avec du personnel ayant servi le régime jusqu'à quelques jours plus tôt. En parallèle, le groupe Monuments, Beaux-Arts et Archives opérait dans la région avec une présence croissante après la découverte et la sécurisation du dépôt des mines d'Altosee. Ces officiers devaient établir la provenance de chaque pièce, documenter l'état de conservation, coordonner avec des experts en art des pays d'origine et engager les procédures de réclamation et de restitution qui mettraient des années à être entièrement résolues. Cette activité entretenait dans le périmètre immédiat d'Altosee une présence américaine qui n'avait rien à voir avec la recherche de Kaltenbrunner, mais qui saturait de mouvements la région où il tentait de rester invisible. Les hommes de l'escorte qui avaient voyagé avec Kaltenbrunner depuis Berlin ne formèrent pas un groupe homogène en ce qui concernait ce qui les attendait s'ils étaient recapturés. Certains avaient exercé des fonctions strictement liées à la sécurité personnelle et pouvaient se présenter devant les Alliés comme des soldats des SS sans responsabilité directe dans des crimes documentés. D'autres avaient des antécédents opérationnels qui les exposaient à des accusations précises. La différence entre ces deux situations devenait chaque jour plus visible à mesure qu'ils restaient cachés aux côtés de Kaltenbrunner, car rester auprès de lui n'était pas une position neutre. C'était une décision qui, si elle se terminait par une capture, les plaçait automatiquement dans le contexte d'avoir protégé et accompagné le chef de l'appareil d'extermination du Reich dans sa fuite. Avant le 12 mai, au moins 2 hommes quittèrent la cabane sans communication formelle. Ils ne laissèrent aucune trace de la direction qu'ils avaient reprise. Ceux qui restèrent le firent, vraisemblablement, parce qu'ils estimaient que leurs chances individuelles hors du groupe étaient pires qu'à l'intérieur. Kaltenbrunner eut le temps d'évaluer des routes de sortie qui n'étaient pas théoriques. La route par le Tyrol du Sud vers l'Italie était utilisée durant ces mêmes semaines par d'autres membres du régime avec l'aide de réseaux ecclésiastiques et d'organisations d'assistance qui ne vérifièrent pas rigoureusement l'identité de ceux qui demandèrent leur soutien. Franz Stangl, commandant du camp d'extermination de Treblinka, emprunterait cette route quelques mois plus tard. Alois Brunner, responsable de déportations massives en France et en Grèce, également. Kaltenbrunner connaissait l'existence de ces réseaux et possédait l'expérience des opérations clandestines nécessaires pour les utiliser. La raison pour laquelle il ne le tenta pas ne fut ni l'absence de connaissances ni le manque de moyens immédiats. C'est que se déplacer signifiait s'exposer aux contrôles qui opéraient déjà sur les routes du Tyrol et qu'en tout point de cet itinéraire, sa taille, sa cicatrice et l'absence de documents crédibles le rendaient plus vulnérable en mouvement qu'immobile. La cabane était une erreur, mais se déplacer était une erreur plus grande. Depuis le refuge, Kaltenbrunner tenta au moins une fois de rétablir un canal de contact vers l'extérieur par l'intermédiaire de l'un des hommes de l'escorte qui connaissait la région. La tentative ne produisit aucun résultat vérifiable. Les contacts locaux, qui auraient pu servir d'intermédiaire à un autre moment, s'étaient dissociés de tout lien avec l'appareil du Reich dans les jours qui suivirent la reddition, avec une rapidité qui reflétait des années de pratique pour survivre au changement de régime. Personne dans le village n'avait intérêt à faciliter la fuite d'un dignitaire SS, lorsque l'alternative était un après-guerre sous occupation américaine sans ce poids sur la conscience. Certains habitants avaient fourni de la nourriture au groupe par l'intermédiaire de contacts gérés par Gisela von Westarp, qui était la personne chargée de toute interaction avec l'extérieur qui ne pouvait être évitée. Ces contacts n'avaient donné lieu à aucune dénonciation directe aux patrouilles alliées, mais ils n'avaient pas non plus généré de réseau de protection actif.
La disposition des habitants à ignorer ce qui se passait dans la cabane n'était pas une complicité organisée, mais le résultat d'une évaluation pratique. S'impliquer dans un sens ou dans l'autre avait un coût que personne dans le village ne jugeait justifié par un quelconque bénéfice. Le 12 mai 1945, une patrouille de l'armée américaine qui effectuait des contrôles dans la zone montagneuse au-dessus du lac d'Altaoussé localisa la cabane. Lorsque les soldats arrivèrent au refuge, Kaltenbrunner tenta de s'identifier comme un médecin de la Wehrmacht arrivé dans la région dans le contexte de la démobilisation générale. Le nom qu'il utilisa fut celui de Dr Ernst Unterholzer. La couverture n'avait pas la construction minimale élaborée qui aurait été nécessaire pour résister à un quelconque interrogatoire. Les documents qu'il présenta étaient insuffisants, l'histoire de couverture n'était pas coordonnée avec les hommes de son entourage, et, interrogés séparément, ses accompagnateurs ne maintinrent pas une version cohérente de l'identité de l'homme avec lequel ils avaient voyagé. L'identification de Kaltenbrunner ne fut pas instantanée. Il n'était pas une figure universellement connue par sa physionomie comme Göring, dont le visage apparaissait sur des affiches et dans des publications depuis des années, ni aussi activement recherché à ce moment précis que certains des dignitaires qui avaient été capturés au cours des semaines précédentes. Ce qui permit son identification fut la combinaison de 3 éléments physiques qui apparaissèrent de manière constante dans toutes les descriptions de recherche. Sa taille exceptionnelle, qui rendait impossible de le confondre avec un homme de stature ordinaire dans n'importe quel groupe. La cicatrice verticale sur la joue gauche qui constituait son trait facial le plus caractéristique, et la présence de Gisela von Westarp dans le refuge, dont l'identité put être établie plus rapidement que celle de Kaltenbrunner lui-même, et qui reliait l'homme avec lequel elle se trouvait au réseau de personnes associées à l'appareil de sécurité du Reich. Kaltenbrunner n'opposa aucune résistance physique. Il fut arrêté sans incident et transféré vers les installations alliées de détention provisoire dans la région. Les premiers interrogatoires en Autriche furent menés par des officiers du renseignement de l'armée américaine qui avaient pour instruction de documenter la structure et le fonctionnement de l'Office central de sécurité du Reich à partir des déclarations de son plus haut responsable survivant. Kaltenbrunner répondit à ces interrogatoires en niant avoir eu une connaissance directe des opérations d'extermination, en attribuant les décisions critiques à Himmler et en présentant son propre rôle comme limité au renseignement extérieur et au contre-espionnage. Les interrogateurs consignèrent ces déclarations sans les discuter. Le matériel qu'il produisait avait une valeur documentaire indépendamment de sa véracité, car il établissait la position initiale de l'accusé avant que l'accusation ne puisse la confronter aux documents capturés. Gisela von Westarp fut interrogée le jour même avec les hommes de l'escorte qui n'avaient pas quitté la cabane avant le 12 mai. Sa situation était différente de celle des autres. Elle était la seule personne présente dans le refuge sans lien direct avec les SS, ni avec la structure de commandement du Reich. Elle était arrivée à la cabane comme compagne de Kaltenbrunner, et non comme membre opérationnel d'une quelconque organisation. Les interrogateurs alliés établirent rapidement cette distinction. Elle fut arrêtée, transférée dans des installations de détention provisoire avec le reste du groupe et soumise à des interrogatoires dans les jours suivants. Ce qu'elle déclara sur les déplacements de Kaltenbrunner depuis Berlin, sur les hommes qui avaient séjourné dans la cabane et sur les contacts qu'ils avaient tenté d'établir depuis le refuge, fournit aux enquêteurs alliés une séquence chronologique des derniers jours de la fuite que les interrogatoires de Kaltenbrunner lui-même n'auraient pas produite avec la même précision. Kaltenbrunner niait, von Westarp décrivait. Elle fut libérée sans inculpation quelques semaines plus tard. Les habitants du village qui avaient eu un quelconque contact avec le groupe furent interrogés dans les jours suivants. Aucun ne fut arrêté. Leurs déclarations confirmèrent la présence du groupe depuis le début du mois de mai, la fréquence des déplacements nocturnes, et le fait qu'au moins un des hommes de l'escorte était entré dans le village à 2 reprises pour obtenir des provisions. Aucun habitant ne déclara avoir reconnu Kaltenbrunner ni avoir soupçonné spécifiquement qui était l'homme vivant dans la cabane. Si quelqu'un le savait et ne le dit pas, cette information ne laissa aucune trace dans les registres des interrogatoires alliés. Dans les jours suivants, Kaltenbrunner fut successivement transféré vers des centres d'interrogatoire de plus grande capacité. Le centre de détention du palais de justice de Nuremberg, où les principaux accusés furent regroupés durant les semaines précédant l'ouverture du procès, reçut Kaltenbrunner en juin 1945.
Il y fut soumis aux évaluations psychologiques que le lieutenant-colonel Gustave Gilbert, psychologue de l'armée affecté à la prison, réalisa sur tous les principaux accusés. Gilbert consigna dans son journal personnel ses conversations avec les prisonniers. À propos de Kaltenbrunner, il nota qu'il niait de manière constante toute connaissance des camps d'extermination et qu'il présentait cette négation avec un calme que le psychologue interpréta comme le résultat d'une dissociation entre l'identité fonctionnelle et la responsabilité morale, et non comme une absence d'intelligence. Au moment où il était jugé à Nuremberg, les anciens prisonniers libérés au Praxer-Wildsee 8 jours avant sa capture étaient en cours de retour vers leur pays d'origine. Schuschnigg se rendait aux États-Unis, où il résiderait pendant des années en tant que professeur d'université avant de revenir en Europe. Blum retournait en France, où il présiderait brièvement le gouvernement en 1946 avant de se retirer de la vie politique active. Niemöller resterait en Allemagne, où il deviendrait l'une des voix les plus actives du débat sur la responsabilité collective allemande dans les crimes du régime, prononçant le texte sur l'indifférence progressive face aux persécutions successives, qui deviendrait avec le temps l'un des documents éthiques les plus cités du XXe siècle. L'appareil dont Kaltenbrunner avait conservé la direction formelle jusqu'à ses derniers jours n'avait pas exécuté les ordres de liquidation que le régime avait émis contre ce groupe de prisonniers. Non parce que quelqu'un avait décidé de s'opposer à ces ordres par principe, mais parce que la structure nécessaire pour les exécuter avait cessé d'exister avant que les responsables immédiats ne prennent la décision irréversible. L'homme qui avait administré pendant 2 ans et demi le système par lequel personne, dans les territoires sous contrôle allemand, ne pouvait se cacher sans être localisé, avait tenté de dissimuler son identité sous un faux nom et un récit de couverture, qui ne résista pas à la première vérification. La fin de l'homme qui dirigeait l'appareil de sécurité nazi. Kaltenbrunner arriva au palais de justice de Nuremberg en juin 1945 et fut installé dans les cellules de l'aile aménagées pour les principaux accusés. Au cours des 5 mois suivants, avant que le procès n'ouvre officiellement ses audiences, il traversa une période d'interrogatoire systématique, d'évaluation médicale et psychologique, ainsi que de construction de la stratégie de défense qui déterminerait son comportement devant le tribunal. Le lieutenant-colonel Gustave Gilbert, psychologue de l'armée américaine affecté à la prison pendant toute la durée du procès, eut des entretiens réguliers avec les accusés et consigna ses observations dans un journal qui devint un document de référence sur l'état mental des dignitaires durant cette période. À propos de Kaltenbrunner, il nota une froideur constante et une négation systématique de toute connaissance qui ne relevait ni de l'angoisse ni de l'effondrement émotionnel, mais d'une position délibérée. Kaltenbrunner lui dit, lors de l'un de ses entretiens, que sa fonction relevait du renseignement extérieur et non du contrôle interne, et que Himmler avait directement dirigé les opérations que les procureurs lui imputaient. Gilbert releva que cette position demeurait inchangée, quelle que soit la manière dont les questions étaient formulées. L'avocat de la défense Kurt Kaufmann, désigné par le tribunal, rencontra Kaltenbrunner à plusieurs reprises durant cette période. La stratégie qu'ils élaborèrent ensemble présentait une cohérence interne qui reposait sur une seule hypothèse. Himmler, ne pouvant plus le contredire, lui servirait de bouclier. Chaque chef d'accusation formulé par le ministère public pouvait être redirigé vers Himmler, au motif que les décisions avaient été les siennes et que la chaîne de transmission avait contourné l'échelon de Kaltenbrunner. C'était une stratégie que n'importe quel avocat ayant accès aux archives capturées pouvait juger intenable, mais c'était la seule qui n'exigeait pas que Kaltenbrunner reconnaisse quoi que ce soit. En novembre 1945, durant les premières semaines du procès, Kaltenbrunner subit une hémorragie cérébrale. Il fut retiré de la salle et hospitalisé. Le procès se poursuivit sans lui. Durant les semaines de son absence, l'accusation présenta au tribunal le cadre général des crimes du régime, établit la structure de l'appareil et commença à construire la base documentaire sur laquelle s'appuieraient les chefs d'accusation contre chaque accusé. Kaltenbrunner n'était pas présent pour entendre ce cadre, ni pour donner à Kaufmann des instructions sur la manière de répondre aux arguments qui étaient formulés. Lorsqu'il reparut dans la salle, le tribunal avait déjà progressé sur un terrain auquel il n'avait pas pu répondre en temps réel.
L'hémorragie cérébrale ne modifia pas sa stratégie de défense, mais elle priva Kaufman de son client au moment même où l'accusation établissait le contexte général dans lequel les accusations spécifiques portées contre lui prendraient tout leur sens. Le tribunal militaire international de Nuremberg ouvrit ses audiences le 20 novembre 1945. Le procureur en chef américain était Robert Jackson, juge à la Cour suprême des États-Unis. Les accusés étaient au nombre de 24. L'un d'eux, Martin Bormann, fut jugé par contumace. Le procès commença avec 23 accusés présents dans la salle. Kaltenbrunner figurait parmi eux. À sa droite, au banc des accusés, se trouvait Alfred Rosenberg, responsable du pillage culturel dont les œuvres avaient rempli les tunnels d'Altosee, à quelques kilomètres du refuge où Kaltenbrunner avait été capturé. Il était le seul des principaux accusés à avoir dirigé directement, durant la période de plus forte intensité de l'extermination, la structure qui coordonnait les camps de concentration, supervisait les opérations des unités mobiles à l'Est et gérait les déportations massives depuis les pays d'Europe occidentale et centrale. Cette position le distinguait de Göring, Ribbentrop ou Keitel, dont le lien avec l'appareil d'extermination était indirect ou médiatisé par d'autres responsables. La stratégie de défense que Kaltenbrunner développa avec son avocat, le Viennois Kurt Kaufmann, s'articulait autour de deux lignes. La première était la négation de toute connaissance. Il affirma systématiquement qu'il ignorait les opérations d'extermination menées sous l'autorité formelle de l'organisation qu'il dirigeait. Il reconnut connaître l'existence des camps de concentration, mais nia avoir eu des informations sur ce qui s'y passait au-delà de leurs fonctions déclarées comme installation de détention et de travail. La seconde ligne était le transfert de responsabilité vers Himmler, déjà mort. Il soutint que les décisions opérationnelles critiques avaient été prises directement par Himmler, que l'Office central de sécurité du Reich recevait les instructions de Himmler sans véritable intermédiation de sa part et que son propre rôle se limitait à la gestion du renseignement extérieur et du contre-espionnage. Les archives de l'Office central de sécurité du Reich, capturées en différents lieux durant les dernières semaines de la guerre, contenaient des séries complètes de communications portant la signature de Kaltenbrunner, sur des ordres couvrant précisément le type d'opération qu'il affirmait ignorer. Exécution de prisonniers de guerre soviétiques, autorisation de transfert de prisonniers entre camps dans des circonstances que les documents des camps eux-mêmes identifiaient comme des transferts en vue de leur élimination, et communication interne décrivant le fonctionnement d'installations qu'il niait connaître. Face à chaque document, la défense répondait par l'une de trois variantes. La signature avait été falsifiée par des subordonnés, Kaltenbrunner avait signé sans lire le contenu, ou l'exécution réelle avait relevé d'un subordonné ayant agi de manière autonome. La cohérence des séries documentaires sur plusieurs mois et la constance du schéma d'autorisation dans différents types d'opérations firent qu'aucune de ces trois variantes ne trouva d'appui dans le raisonnement du tribunal. Le témoignage de Rudolf Mildner établit devant le tribunal la chaîne qui reliait Kaltenbrunner aux opérations menées dans les camps. Mildner avait été chef de la Gestapo à Katowice, en Pologne occupée entre 1941 et 1943, période durant laquelle le camp d'Auschwitz, situé dans cette circonscription territoriale, fonctionna comme le plus grand centre d'extermination du Reich. Mildner décrivit les mécanismes de coordination entre la structure locale de la Gestapo et la direction centrale de Berlin, le flux d'ordres et de rapports qui reliait les opérations sur le terrain à l'organisation dirigée par Kaltenbrunner. Wilhelm Oethel, l'Autrichien qui avait servi d'intermédiaire dans les contacts avortés avec les alliés occidentaux au cours des mois précédant la reddition, comparut comme témoin de l'accusation. Dans sa déposition écrite, il décrivit la conversation qu'il avait eue avec Adolf Eichmann à Budapest en août 1944. Eichmann, responsable de la section de l'Office central de sécurité du Reich chargé de la gestion logistique des déportations, lui avait déclaré au cours de cet entretien que le nombre total de Juifs morts dans le processus d'extermination était d'environ 6 millions, dont 4 millions avaient été éliminés dans les camps et 2 millions par les unités mobiles opérant à l'Est. Oethel n'était pas un témoin neutre. Il avait été un subordonné direct de Kaltenbrunner et avait ses propres intérêts dans le déroulement du procès. Le tribunal l'apprécia comme l'un des témoignages disponibles, et non comme une preuve unique. La séance du procès, qui concentra la plus grande attention spécifique sur Kaltenbrunner,
eut lieu lorsque Jackson l'interrogea directement sur sa connaissance des camps. Jackson présenta une série de documents internes de l'Office central de sécurité du Reich contenant des rapports de situation transmis depuis différents camps, avec des données sur le nombre de personnes traitées dans des installations spécifiques au cours de périodes déterminées. Les rapports avaient été rédigés par le personnel des camps et transmis par les voies hiérarchiques habituelles. Jackson demanda à Kaltenbrunner s'il reconnaissait ce système de rapports comme relevant de son organisation. Kaltenbrunner le reconnut. Le 1er octobre 1946, le tribunal prononça ses verdicts. Kaltenbrunner fut déclaré coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il ne fut pas déclaré coupable du chef de crime contre la paix, car ses fonctions n'incluaient ni la planification ni le déclenchement de la guerre d'agression. La sentence fut la mort par pendaison. Sur les 21 accusés présents, 12 furent condamnés à mort, 3 à la réclusion à perpétuité, et les autres reçurent des peines allant de 10 à 20 ans. Le 16 octobre 1946, dans le gymnase de la prison de Nuremberg, le sergent-chef John C. Woods, originaire de l'Arkansas, le bourreau désigné par l'armée américaine, avait installé 3 potences en bois. L'ordre des exécutions fut déterminé par ordre alphabétique. Joachim von Ribbentrop fut le premier à monter à l'échafaud. Kaltenbrunner fut le second, conduit jusqu'au gymnase. Il monta les marches sans assistance. L'aumônier de l'armée américaine qui accompagnait les condamnés offrit ses services. Kaltenbrunner les déclina. Ces dernières paroles, consignées par le directeur de la prison Burt Andrus et par les journalistes autorisés à assister aux exécutions, ne contenaient aucune reconnaissance des chefs pour lesquels il avait été condamné. Il déclara qu'il avait aimé son peuple allemand et sa patrie. Les corps furent transportés au camp de Dachau et incinérés dans les installations que le camp lui-même avait utilisées pendant la guerre. Les cendres furent jetées dans l'Isar afin d'empêcher que tout lieu de sépulture puisse devenir un point de commémoration. Les négociations secrètes et la raison de sa fausse identité de médecin. Au cours des dernières semaines d'avril 1945, Kaltenbrunner agissait à partir d'une prémisse que la réalité ne confirmait pas, que les renseignements qu'il contrôlait avaient une valeur stratégique suffisante pour les alliés occidentaux pour susciter un intérêt à conclure un accord qui le séparerait du groupe des criminels de guerre, soumis à des poursuites inconditionnelles. Il disposait de précédents au sein même de l'appareil du Reich qui rendaient cette hypothèse plausible dans la logique interne que Kaltenbrunner avait utilisée tout au long de sa carrière. Le précédent le plus direct était Walter Schellenberg. Schellenberg dirigeait l'Amt 6, le service de renseignement extérieur de l'Office central de sécurité du Reich, la section que Kaltenbrunner supervisait institutionnellement en tant que chef de l'organisation. Schellenberg était un homme de 32 ans disposant d'un réseau de contacts dans des pays neutres, comprenant des diplomates, des industriels et des agents doubles en Suisse, en Suède et au Portugal. Depuis 1944, il avait entretenu des contacts directs avec des représentants alliés en utilisant précisément ce réseau, dans le but de se positionner comme interlocuteur utile pour la période d'après-guerre. Lorsqu'il fut capturé en mai 1945, Schellenberg fut jugé à Nuremberg, mais reçut une peine de 6 ans et fut libéré en 1951 pour raison de santé. Il mourut en 1952 en Italie. Il ne fut jamais exécuté. Kaltenbrunner connaissait les activités de Schellenberg. Le chef de l'Office central de sécurité du Reich ne pouvait ignorer que son propre chef du renseignement extérieur négociait avec les Alliés. Ce que cette connaissance produisait chez Kaltenbrunner n'était pas une objection aux négociations, mais l'inférence que cette voie était viable si elle était empruntée avec les bons atouts. Le modèle opérationnel qu'il tenta de reproduire était celui de Karl Wolff en Italie. Kaltenbrunner essaya de construire une offre équivalente en termes de concrétisation. Le principal canal était Hüttl, mais il n'était pas le seul. Au cours des premiers jours d'avril, Kaltenbrunner utilisa également des contacts qu'il avait cultivés pendant ces années comme responsable des SS en Autriche. L'un des intermédiaires était un fonctionnaire autrichien ayant des connexions dans les milieux d'affaires suisses et qui avait servi de courrier informel entre l'organisation et des contacts à Zurich lors d'opérations antérieures. Son identité ne fut jamais complètement établie dans les registres ultérieurs des interrogatoires alliés, en partie parce que Kaltenbrunner lui-même ne la révéla pas, et en partie parce que cet intermédiaire ne fut jamais identifié comme sujet d'enquête prioritaire.
Ce qui fut en revanche consigné, c'est qu'au cours de la deuxième semaine d'avril, au moins 2 tentatives furent faites pour transmettre des messages vers la Suisse par des canaux distincts de celui de Huttel. Il offrit des informations sur la disposition des forces soviétiques en Europe orientale, sur les plans soviétiques pour les territoires qu'elles allaient occuper et sur les réseaux d'agents de l'Amt 6 actifs dans plusieurs pays. Il n'offrit aucune information sur les opérations d'extermination, sur les mécanismes administratifs qui les avaient rendus possibles, ni sur les noms des fonctionnaires qui les avaient gérés au niveau opérationnel. Cette distinction était délibérée, mais Kaltenbrunner n'allait pas fournir volontairement le matériel qui le condamnerait. Le résultat était une offre que les Alliés pouvaient obtenir, avec une fiabilité moindre mais sans engagement problématique, par d'autres sources qui n'impliquaient pas le chef de la Gestapo comme interlocuteur protégé. Tout accord avec Kaltenbrunner impliquant une immunité ou des conditions favorables de reddition aurait exigé que le gouvernement américain, le gouvernement britannique ou les deux expliquent publiquement pourquoi le chef de l'Office central de sécurité du Reich avait reçu un traitement différent de celui des autres criminels de guerre. Dulles, qui dirigeait la station de Berne et qui était l'interlocuteur disposant de la plus grande capacité de décision du côté allié pour ce type de contact, avait en outre une évaluation précise de la position de Kaltenbrunner. La documentation capturée au cours de l'avancée alliée en Allemagne et dans les territoires libérés d'Europe occidentale et centrale contenait déjà suffisamment de matériel pour construire le dossier contre Kaltenbrunner, sans avoir besoin d'aucune coopération de sa part. Les informations qu'il offrait sur les soviétiques avaient de la valeur, mais elles n'étaient ni exclusives ni irremplaçables. Au cours de la 3e semaine d'avril, lorsque la situation à Berlin rendait impossible le maintien de toute apparence de gestion institutionnelle normale, Kaltenbrunner tenta une dernière voie que ses contacts précédents n'avaient pas explorée. Une approche directe, par l'intermédiaire d'un intermédiaire viennois ayant des liens dans la communauté d'affaires hongroise, vers des représentants du gouvernement provisoire hongrois que les soviétiques étaient en train de constituer à Budapest. L'objectif n'était pas de négocier avec les soviétiques, mais d'utiliser ce canal comme un signal adressé aux Américains, indiquant que Kaltenbrunner détenait des informations sur les mouvements soviétiques dans la région qui pouvaient présenter une utilité immédiate. Les contacts employés disparurent sans rien produire. Il n'y eut aucune communication formelle de rejet, parce qu'il n'y avait jamais eu de communication formelle d'ouverture. Les messages que Huttel transmettait vers Berne cessèrent de recevoir une réponse. L'échec de tous les canaux de négociation laissa Kaltenbrunner sans marge politique. La seule option restante était de se cacher. Il arriva au Salzkammergut sous une fausse identité, mais cette décision n'était pas arbitraire. Pourquoi choisit-il précisément l'identité d'un médecin? Les accords opérationnels qui régissaient le traitement des prisonniers durant la période suivant la reddition établissaient une distinction fonctionnelle entre le personnel combattant et le personnel sanitaire. Un fantassin capturé en mai 1945 pouvait s'attendre à passer des mois dans un camp de prisonniers avant d'être traité puis libéré. Un médecin militaire en cours de démobilisation suivait une trajectoire de traitement plus courte et moins rigoureuse. Le statut protégé que la Convention de Genève accordait au personnel sanitaire obligeait les Alliés à traiter ces libérations en priorité. Kaltenbrunner ne cherchait pas à passer inaperçu de manière indéfinie. Il cherchait à franchir un contrôle précis, avec suffisamment de fluidité pour ne pas être retenu durant la période au cours de laquelle les canaux de contact qu'il avait tenté d'activer pouvaient encore produire un résultat. Le nom qu'il choisit pour cette identité contenait une décision qui réduisait la marge d'erreur dans les moments les plus exposés. Ernst était son propre prénom. Conserver son vrai prénom dans une identité de couverture est une procédure documentée dans les opérations clandestines, car cela élimine le délai de réponse involontaire. Kaltenbrunner répondrait à Ernst sans aucun retard perceptible, parce que c'était son prénom depuis 42 ans. Le nom de famille Unterholzer était autrichien, à résonance alpine, géographiquement cohérent avec le territoire où on le trouverait et avec l'accent que tout interlocuteur percevrait en l'entendant parler. Le titre de docteur qui accompagnait l'alias reposait sur une base réelle. Kaltenbrunner avait obtenu son doctorat en droit à l'Université technique de Graz en 1931 et avait utilisé ce préfixe dans des contextes formels durant toute sa carrière au sein de l'organisation. Transférer ce titre à un profil sanitaire réduisait le risque d'un lapsus verbal.
Le profil d'un médecin de la Wehrmacht en cours de démobilisation présentait en outre un avantage narratif qu'aucun autre profil alternatif n'offrait à ce moment précis. En mai 1945, des milliers de médecins militaires allemands traversaient le territoire autrichien dans des conditions exactement semblables à celles que Kaltenbrunner décrivait. Séparés de leurs unités, sans affectation opérationnelle claire, essayant de regagner leur région d'origine à travers une infrastructure détruite et sans chaîne de commandement pour les diriger. Un médecin dans une cabane de montagne en Haute-Autriche n'était pas une présence exigeant une explication extraordinaire. C'était la description de dizaines de milliers d'hommes durant ces semaines. Ce que ce profil ne résolvait pas, c'était la documentation. Un médecin militaire en cours de démobilisation devait pouvoir attester de l'unité dans laquelle il avait servi, de l'installation sanitaire précise, de la période de service et des circonstances de son déplacement vers cette région spécifique d'Autriche. Les contrôles alliés à cette période ne pouvaient pas vérifier cette documentation à partir de registres centralisés. La bureaucratie militaire allemande était détruite ou aux mains des Alliés, mais ils en évaluaient la cohérence interne ainsi que la solidité du récit qui l'étayait. Un document sans numéro d'unité vérifiable, sans hôpital précis avec nom et localisation, sans explication de la raison pour laquelle un médecin de campagne était arrivé dans une cabane isolée avec un groupe d'hommes armés et sans équipement sanitaire visible, était un document qui ne passait pas le premier examen sérieux. Kaltenbrunner n'eut pas le temps de construire cette documentation, parce qu'il n'eut pas le temps de préparer une couverture allant au-delà du schéma de base. Le départ de Berlin dans les dernières semaines d'avril n'avait pas permis la préparation qu'exigeait une identité fonctionnelle. Les couvertures qui résistèrent pendant des années, celle d'Adolf Eichmann en Argentine sous le nom de Ricardo Clément, celle de Klaus Barbie en Bolivie sous le nom de Klaus Altmann, celle de Franz Stangl au Brésil sous le nom de Franz Paul, avaient été construites au terme de semaines de préparation, avec des documents élaborés par des réseaux organisés spécifiquement à cette fin, avec des histoires de fond comprenant des références vérifiables et avec des itinéraires de sortie d'Europe qui les faisaient quitter le territoire où ils étaient recherchés avant que la traque ne se systématise. L'Office central de sécurité du Reich avait disposé pendant la guerre d'une section spécialisée dans la fabrication de faux documents pour les agents opérant en territoire ennemi. Cette section avait produit des identités d'une qualité suffisante pour infiltrer des agents au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Union soviétique. En mai 1945, cette section n'existait déjà plus comme unité fonctionnelle. Ses opérateurs s'étaient dispersés, ses archives avaient été détruites ou capturées, et ses ressources matérielles avaient disparu avec l'effondrement de l'organisation. L'alias du docteur Ernst Unterholzer était ce qu'un homme sans accès à ses ressources pouvait construire dans les jours qui lui restaient, avant que la situation à Berlin ne rende impossible tout mouvement. Si ce documentaire vous a intéressé, vous pouvez vous abonner pour continuer à découvrir d'autres histoires comme celle-ci.